Putain d'année 86. Le 14 janvier, une dune dans le désert, une tempête de sable et un hélicoptère ne laissent pas la chance à Daniel Balavoine de vivre ni de survivre. Pas plus qu'à Thierry Sabine. Le Paris-Dakar est orphelin de son créateur. Nous sommes orphelins de notre chanteur. La France est attristée. Putain d'année 86. 14 jours plus tard, 7 astronautes périssent dans le lancement de la navette spatiale Challenger. Le froid totalement inhabituel qui sévit sur la Floride ce jour-là a fait perdre à certains joints toute leur souplesse. Des problèmes d'étanchéité sont apparus et après plusieurs secondes de vol, la navette explose. L'Amérique est sidérée. Putain d'année 86. En mars, la gauche perd les élections législatives en France. Mitterrand et Chirac vont être amenés à cohabiter. Bonjour l'ambiance. La France est sidérée. Putain d'année 86. En avril, on découvre, ébahi, la puissance totalement insoupçonnée de nos frontières. Et parce que, en Ukraine, il y a Tchernobyl qui vient d'exploser. Donc, un nuage radioactif se répand sur toute l'Europe. Sauf la France, parce que le nuage, en arrivant devant la frontière, il fait « hop, 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 hop ». Je ne passe pas. Sûrement impressionné par nos douaniers. La France est vraiment totalement sciée. Putain d'année 86. Fin juin, c'est l'histoire d'un mec qui se prend à moto un putain de camion en pleine gueule. Et nous, on prend un putain de coup en pleine tronche. Il ne nous fait plus marrer du tout. Coluche est mort. Et la France est atterrée. Ouais, putain d'année 86, c'est clair. Mais 4 semaines plus tôt, beaucoup plus réjouissant d'ailleurs, 3 Jaguar XJR6 ont redonné un allant de fou à la grande classique Mansell. Alors oui, Porsche a encore gagné. Oui, facilement, très largement. Mais au soir des 24 heures, on était tous conscients d'une chose. À l'avenir, Porsche n'allait plus jouer seul parce que Jaguar était au niveau. Oui, Jaguar était à la hauteur de Porsche. Ouais mais attends, dis-moi là, t'as bien regardé les 2 premiers épisodes de la série avant de regarder celui-ci? Non? Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu files, tu vas regarder les 2 épisodes et puis tu reviens ensuite ici. À l'issue de la première demi-saison de compétition des Jaguar XJR6, Tony Southgate, leur concepteur, peut commencer à peaufiner son ingénierie sur ses voitures. Et puisqu'il peut désormais corréler les chiffres obtenus à la soufflerie de l'Imperial College of London avec les chiffres obtenus sur la piste, il commence par modifier l'aéro. Alors, bien évidemment, la voiture ne souffre pas d'un manque de charge aéro avec ses 2 énormes tunnels déporteurs. Non, mais en revanche, le centre de pression de cette charge aéro est appliqué trop à l'arrière du véhicule. Il faut la ramener plus vers l'avant. Et pour cela, il n'y a pas beaucoup de solutions, il faut faire démarrer les tunnels déporteurs plus tôt. Et comme avant ils démarraient juste derrière le dos du pilote, maintenant ils vont démarrer sous le cul du pilote. Mais ce qui implique forcément de revoir dès la 2e année de compétition la coque de la XJR6. Alors bien évidemment, ce n'est vraiment pas rien de refaire une coque, mais le jeu en vaut la chandelle, parce qu'on va être capable de ramener ainsi la répartition aéro à 40-60, soit exactement la même que la répartition des masses, 40% sur l'avant, 60% sur l'arrière. Comme disent les Anglais, on a atteint the sweet spot. Sous des dehors très semblables, la carrosserie est entièrement revue. Mais il faut admettre que c'est plus dans ses caractéristiques de fabrication qu'elle est revue plutôt que sur la robe elle-même. Toutefois, la poupe évolue fortement, c'est la plus grosse différence avec la version 1985. Pour le reste, les changements de forme ne tiennent que du détail. L'un des énormes défis de l'hiver à Kidlington, le siège de TWR, c'est la chasse au poids. Oui, je vous rappelle en effet que lors de leur première course en 1985, les XJR6 finis à la hâte, parfois dessinés sans plan pour certaines pièces, pesaient 950 kg, soit 100 de plus que le poids mini demandé en groupe C en 1985. Donc, il y a du taf pour alléger la voiture.
Sous la conduite de Alastair McQueen, récemment arrivé dans les locaux de TWR, on va aller gratter le moindre gramme sur chaque pièce. Et notamment, évidemment, on va prendre le temps de dessiner les pièces qui ne l'avaient pas été vraiment. La tâche est herculéenne, mais certains choix sont tout de suite bien plus efficaces que d'autres. Un exemple. Vous vous souvenez que les radiateurs de la voiture sont placés à l'avant. Il faut donc ramener le liquide refroidi à l'arrière. Eh bien, en réduisant tout simplement le diamètre des tuyaux qui font transiter le liquide de refroidissement de l'avant à l'arrière de la voiture, on gagne tout de suite 3 à 4 kg, simplement en réduisant le diamètre des tuyaux. Très peu d'efforts. Un autre exemple de gain de poids facile à mettre en place et efficace, on délocalise le poids. Alors là, ça y est, vous vous dites, il est taré, il raconte n'importe quoi. Comment peut-on délocaliser le poids d'une voiture ? Oui, on peut mettre le poids nécessaire au fonctionnement d'une voiture en dehors de la voiture. C'est ce qu'on fait en enlevant les air jacks de la voiture, les vérins pneumatiques, et on les remplace lors des arrêts au stand par des airbags extérieurs qu'on vient placer sous la voiture et qui la soulèvent. Donc, le poids a bien été transféré de la voiture à l'extérieur de la voiture. Alors là, vous vous dites certainement avec les yeux d'aujourd'hui que c'est certainement moins rapide de mettre un airbag sous la voiture, puis de le gonfler pour la soulever, plutôt que d'actionner des vérins pneumatiques internes à la voiture. Oui, vous avez raison. Sauf que nous sommes à l'époque des groupes C, et que le débit du ravitaillement en carburant est limité à 50 litres par minute. Or, il faut mettre jusqu'à 100 litres dans la voiture, la capacité du réservoir. Donc, en fait, on a très largement le temps, puisqu'un ravitaillement va prendre environ 2 minutes, et au bas mot 1 minute 40, on a très largement le temps de mettre un airbag sous la voiture, et de le gonfler pour changer les pneumatiques. Aucun problème. Bon, sinon, épaisseur de la carrosserie, épaisseur du pare-brise, les freins, les jantes, les pneus, la colonne de direction, le faisceau moteur, tout, absolument tout est revu sur la voiture. Et sur le côté châssis, le gain de poids se monte à 60 kg. Ouais, 60 kg rien que sur le châssis. Dans le cockpit, tout est également revu pour des questions d'ergonomie. Toutes les fonctions les plus importantes sont ramenées à main droite des pilotes. Et cette disposition du cockpit sera désormais la règle jusqu'à la fin de vie des XJR6 jusqu'à XJR12. Du côté du moteur, Hengs, l'entité dirigée par Alan Scott, l'auteur de ce bouquin, qui est une mine d'or sur les Jaguar XJR6 à XJR12, eh bien Hengs doit trouver plus de puissance, moins de conso et diminuer le poids. Oui, c'est l'équation terrible. Là également, la tâche est de grande ampleur et pourtant, elle est menée à son terme avant même le début de l'hiver 1985. Il n'y a plus qu'à lancer la fabrication des pièces. Et pour ça, il faut un truc indispensable. Vous savez, ce truc qui libère tout là... Le pognon. Ouais, il faut du pognon. Or, Tom Walkinshaw ne lâche pas les pépettes. Serait-ce dû au fait qu'il est écossais? Ce n'est pas impossible, oui. On est mi-novembre 1985 et Tom Walkinshaw dit « Désolé Hengs, mais moi j'ai pas encore de pognon à vous donner parce que je n'ai signé aucun sponsor. » Ouais. Peut-être qu'il travestit un petit peu la vérité, hein. C'est pas impossible. Parce que Alan Scott apprendra un peu plus tard qu'en fait, le contrat avec Silcut avait été signé en septembre. Oui, alors, d'accord. Il manquait une apostrophe là, il manquait une virgule ici, et un point final là. D'accord. Il y avait des petits détails à régler. Mais n'empêche que, bon, il avait la certitude que l'argent allait arriver. Il ne l'a pas débloqué. Alors, que fait-on précisément sur ces moteurs pour la saison 1986? Eh bien, tout d'abord, pour augmenter la puissance, il y a une solution simple, c'est d'augmenter la cylindrée. Et pour cela, on joue sur l'alésage en le passant à 94 mm. Donc, la cylindrée grimpe à 6537 cm3 contre 6 litres 2 l'année précédente. Oui, parce que 6 litres 2, c'était un peu rikiki. C'était un peu tout petit, quoi, voilà, il fallait plus. Bon, on met plus, voilà. Non, en fait, la raison, elle est toute simple. En augmentant la cylindrée, on augmente la capacité de puissance à consommation égale. Voilà pourquoi on fait ce changement.
Et des changements sur le V12, eh bien, il y en a d'autres. Et on commence par améliorer le système d'injection électronique Zytec, qui pourtant était déjà très en avance sur la concurrence en 1985. Et puis, on travaille sur le poids, évidemment, objectif majeur. Et là, on gagne, tenez-vous bien, non, tenez-vous mieux, s'il vous plaît, oui, voilà, là c'est bien. Or, tenez-vous bien, tenez-vous mieux, s'il vous plaît, arrêtez de vous... On gagne 20 à 25 kg sur le moteur, à ajouter aux 60 déjà gagnés sur le châssis. 20 à 25 kg sur le V12, bon, qui était un gros bébé, hein, donc il y avait de quoi y gratter. Enfin, un gros programme de tests hivernaux est mis en place afin d'optimiser la consommation de carburant du V12. Et pour ça, on va s'appuyer sur le nouveau venu de l'équipe, Eddie Cheever. Eddie est très intéressé par cet aspect du pilotage, optimiser la vitesse par rapport à sa consommation de carburant. Et il va faire de très précieux retours à Alan Scott pour optimiser ses systèmes. Résultat, le V12 Silite 5 1986 développe désormais 736 chevaux à 7000 tours minute au banc, soit entre 715 et 720 chevaux à bord de la voiture une fois tous les filtres ajoutés. Le couple, quant à lui, grimpe tout juste au-dessus des 80 mètres kg. Oui. Soit environ 80 décanewton-mètres. Excusez-moi, je suis vieux, j'utilise d'anciennes unités. Mais plus important, la courbe de couple est quasiment totalement plate entre 5000 et 6500 tours minute, ce qui garantit un moteur très exploitable. En menant une mise au point très fine, notamment en triant très sévèrement les injecteurs en fonction de leurs paramètres géométriques, en jouant sur la richesse et l'allumage, on s'est aperçu que si on acceptait de perdre un petit pourcent de puissance, on gagnait 7% en conso. Résultat, le V12 1986 produit 8% de puissance en plus, sans avoir augmenté sa conso, tout en ayant perdu 20 à 25 kg. On commence à comprendre que le package de la XJR6 va être redoutable en 1986. Et à propos du V12 de Silite 5, j'ai un petit truc à vous dire. Niveau com, chez TWR, on va complètement oublier de signaler à tout le monde que la cylindrée a augmenté. Alors ça n'a rien d'illégal, hein. À l'époque du groupe C, on n'a absolument pas à déclarer la cylindrée de son moteur, puisque ce n'est pas elle qu'on contrôle, on contrôle la consommation de carburant. C'est comme ça qu'on maîtrise les niveaux de puissance en course par les législateurs. Jamais on ne vérifie qu'un moteur fait Silite 2 ou Silite 5. On s'en fout. Mais autant laisser la concurrence dans l'ignorance, donc on va surtout pas leur faire comprendre qu'on a bien bossé durant l'hiver et qu'on a gagné 300 cm3. Non, on oubliera de dire qu'on est passé à Silite 5 et même au sein de l'équipe TWR, des gens ignoreront qu'on a modifié la cylindrée du V12. Jean-Marc Tessèdre lui-même, le pape de la presse S Endurance, ne signalera cette évolution du moteur qu'en août, soit bien après les 24 heures du Mans. Et il parlera à cette occasion d'un moteur Silite 3, qui n'a jamais existé. Bref, chez les Anglais, on savait cultiver le mystère. Il faut dire que Tom Walkinshaw et la com, bon, c'était pas trop son truc, hein, et ça ne le gênait pas de laisser la presse dans une certaine ignorance. La presse et la concurrence. Tiens, d'ailleurs, parlons-en. Et pour en parler, revenons sur l'évolution hivernale de la XJR6. Elle a donc perdu 80 à 85 kg, rien que ça. Le moteur a vu sa cylindrée grimper de 300 cm3. Tout a été revu sur la voiture, l'aéro, la mécanique, tout. Ce qui fait qu'en interne, les voitures ne se nomment plus XJR6, mais d'ores et déjà XJR8. Et pourtant, tout au long de la saison, les voitures qui seront engagées se nommeront officiellement XJR6. Encore un moyen de cacher à la concurrence à quel point on a fait évoluer la voiture. Les tests hivernaux confortent Alan Scott sur la capacité du V12 à tenir 24 heures au Mans. En revanche, l'embrayage donne des signes de faiblesse, donc on va lui ajouter un second diaphragme. La XJR6 de 1986 est donc prête à affronter la concurrence et on compte bien frapper les esprits bien avant de mettre les roues sur la piste. Première manche de la saison, Monza. TWR y amène deux Jaguar XJR6 qui, comme toutes les autres voitures, doivent passer les vérifications techniques. Et c'est là qu'on va jouer un tour de cochon à la concurrence.
Parce que vous le savez, lors des vérifications techniques, on pèse les voitures. Et là, on décide d'assommer la concurrence. On prépare très spécifiquement les Jaguar XJR6 pour cet exercice. Alors, ce qui se fait de manière assez courante, c'est de totalement vidanger les voitures. Évidemment, là-dessus, on fait pareil sur les XJR6. Les fluides, tous les fluides de la voiture sont enlevés. Il n'y a plus de liquide de refroidissement, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus rien. Le but, c'est de descendre son poids au maximum, comme de toute façon, on ne nous demande pas de démarrer le moteur, aucun problème. Mais plus filou encore, les éléments de carrosserie montés sur la voiture ne tiendraient pas une course entière parce qu'ils sont trop fins. Oui, on a réduit leur épaisseur pour gagner de la masse et descendre encore le poids des XJR6 qui, sur la bascule, sous les yeux de la concurrence, affichent toutes les deux la valeur de 850 kg. Et là, j'imagine la tête des ingés des clans d'en face. 950 kg en 1985, 850 kg un an plus tard. Alors, avec tout ce qu'il faut à bord, notamment au niveau des fluides, et puis des éléments de carrosserie qui tiennent le coup, les Jaguars sont désormais tout à fait au niveau des meilleurs Porsche officiels, lorsque celles-ci n'utilisent pas le système PDK, le Porsche Doppelkupplung, le double embrayage, qui pèse lourd. Or, en cette saison 1986, Porsche espère bien réussir à faire triompher son système PDK. Donc, il va être obligatoirement installé sur les voitures d'usine, aux grandes dames des pilotes. Les Jaguars seront donc plus légères que les Porsche usines. Et que les Porsche privés aussi, parce que les Porsche privés sont en général légèrement plus lourdes que les voitures d'usine. Et chez TWR, on est mort de rire du coup qu'on vient de jouer à la concurrence, parce que même si la course va mal se passer, abandon pour les deux voitures, arbre de transmission pour l'une, système d'alimentation en essence pour l'autre, on a quand même bel et bien vu que les deux voitures étaient parfaitement dans le coup pour la gagne, et que désormais, dans le clan d'en face, on ne rigole plus. Et Alastair McQueen nous confie que le petit repas d'après-course fut probablement l'un des plus joyeux de toute l'épopée TWR Jaguar. Ah, rien que ça. 15 jours plus tard, tout le monde se retrouve à Silverstone. Et quand je dis tout le monde, c'est réellement tout le monde. Parce que les Porsche usines sont là, les meilleurs Porsche privés sont là, Lancia est là, Kouros Mercedes est là, et même la Cougar est là. C'est difficile en 1986 de trouver meilleur plateau. D'ailleurs, au Mans, Lancia ne sera pas là. En Angleterre, sur leur terre, alors que les Italiennes ont le droit de boire, les Anglaises n'ont pas le droit de fumer. Et donc les Jaguars doivent se passer du lettrage Silcut qui est remplacé par des petits carrés mauves. Il en est de même pour les Porsche usines où Racing remplace Rothmans. Et vous allez me dire, à Brands Hatch, plus tard dans la saison, toujours en Angleterre, non, les sponsors cigarettiers seront bien présents. Et c'est tout simplement parce que ça dépend si la course est télévisée ou non. À Silverstone, on passe à la télé. À Brands Hatch, il n'y avait pas de retransmission télé. Du coup, on pouvait fumer. Dès les essais qualifs, les Jaguars sortent les griffes. Parce que malgré l'absence de turbo, ce qui est toujours un handicap assez important dans cet exercice, elle se qualifie aux 3e et 5e places. Dans un tel contexte de concurrence, c'est une sacrée belle performance. Pendant les essais, Eddie Cheever a le droit à une 3e voiture, un mulet, avec lequel il va parfaire encore une fois les paramètres de consommation. Donc tout est prêt pour la course qui va se dérouler un lundi. Oui, parce qu'on est en Angleterre, ils font jamais rien comme tout le monde. Non, en fait, le premier lundi de mai en Angleterre est férié, et c'est pour ça que la course a lieu le lundi. Et c'est une excellente idée parce que le matin de la course, il pleut. Ouais, vous allez me dire, on est en Angleterre, hein? Oui. Bon, lors du départ, la piste a bien commencé à sécher. Et immédiatement, Sandro Nannini confirme sa pole position et maintient la Lancia en tête de la course. Mais derrière pointent tout de suite les deux Jaguars, 2e et 3e. Et on voit bien que greffés du lourd système PDK, les deux Porsche d'usine sont incapables de suivre ce rythme. D'ailleurs, fait absolument incroyable en 1986. On est au cœur des années 80, au plus gros de la domination Porsche sur le groupe C. Après 25 tours, les deux Porsche d'usine sont à un tour. Un tour en 25 tours.
Elles viennent de se faire déposer par les deux leaders qui sont groupés, roue dans roue, Derek Warwick ayant réussi à rattraper Sandro Nannini. Mais attendez, c'est pas tout pour les Porsche usines, parce que lorsqu'arrive la salve de ravitaillement, eh bien, elles rentrent bien avant les Jaguars. Donc non seulement elles sont plus lentes, mais en plus, elles consomment plus. Aïe. En fait, alors que Derek Warwick s'accroche au basque de Sandro Nannini depuis le début de course, donc il est aux avant-postes, eh bien il est le dernier à rentrer au stand. Ouais, un tour après tout le monde. Donc comme prévu, la Jaguar XJR6 est performante et elle consomme peu. Et ça va faire mal. Après le ravitaillement, Cheever, qui relaye Warwick, repart dans les roues de De Cesaris qui a remplacé Nannini. Et au 48e tour, devant une foule britannique absolument extatique, Cheever place la Jaguar en tête de l'épreuve, sur les propres terres de Jaguar. Mais De Cesaris n'abdique pas pour autant. Jusqu'au ravitaillement, il reste collé au basque de la Jaguar et après les ravitaillements, Warwick et Nannini reprennent leur duel de la première heure. Bref, la course est super serrée, elle est exaltante, et il y a un journaliste qui s'indigne en salle de presse, selon Jean-Marc Tessèdre, qui nous rapporte ses propos. Ouais, non mais voilà que maintenant en endurance, on n'a même plus le temps d'aller pisser. Effectivement, c'est un problème. Ben oui, il faut dire qu'en l'espace de 9 tours, il y a 3 changements de leader. C'est bien fini le temps de l'endurance pépère. Mais cela va durer jusqu'au moment où Derek Warwick va avoir un problème, il perd son flasque de roue arrière droit, dans la manœuvre, ça crève le pneu, donc il doit rentrer au stand de manière prématurée. La Lancia à ce moment-là reprend la tête de l'épreuve, mais ça va de nouveau s'inverser lors de son arrêt ravitaillement prévu, parce que sur la Lancia, il faut changer les plaquettes de frein. Elle repart 1 minute derrière la Jaguar. Mais le challenge de la Lancia va bientôt s'arrêter parce que sa pression d'essence tombe à 0. Alors les mécanos vont bien trouver un moyen de renvoyer Nannini en piste à 4 tours de la fin. À cette occasion, il va claquer un record du tour stratosphérique. Mais c'est bien trop tard, c'est bien trop loin. La Jaguar de Cheever et Warwick s'impose sur ses terres. Et TWR aurait même pu signer un doublé parce qu'au moment où Jean-Louis Schlesser rattrapait les deux leaders pour s'arsouiller avec eux, il a connu un problème de tringlerie de boîte de vitesse. Sinon, c'était le doublé pour Jaguar. Schlesser finalement terminera 7ème. Donc, moins de 10 mois après son entrée en compétition, et face à des équipes aussi aguerries que l'usine Porsche, les meilleures équipes privées Porsche, l'usine Lancia, eh bien, TWR et Jaguar se sont d'ores et déjà imposés. Et étant donné que l'usine Porsche ne va disputer qu'une saison partielle, en utilisant qui plus est son fameux système PDK, sauf au Mans, eh bien chez Jaguar on se dit que ce ne sont peut-être plus seulement des victoires que l'on peut viser. Non, on peut carrément s'inscrire dans la course au titre. Mais avant de penser à cette échéance bien lointaine, il faut penser à une échéance toute proche là. Parce que oui, je vous rappelle, nous sommes un lundi. Or, le vendredi, on va tourner sur le grand circuit du Mans à l'occasion de la restauration d'une tradition mancelle, les essais d'avril, qui là vont avoir lieu en mai, et qui parfois avaient lieu en mars. Alors le prétexte de cette remise en place d'une tradition qui n'avait plus eu lieu depuis de nombreuses années, eh bien c'est la création du rond-point à Mulsanne qui a amené à court-circuiter le virage du Mulsanne par la bretelle que nous connaissons aujourd'hui. Le circuit est donc tout neuf, donc il faut donner du temps de roulage sur ce circuit aux concurrents. Joli prétexte, la modification du circuit est tout de même assez mineure, mais c'est bien vu parce que ça permet de rétablir cette journée test. Et pour TWR, c'est du pain béni, parce que on va découvrir la XJR6 sur le circuit Manceau. Cette journée est hyper importante, et pour l'occasion, on ne mégote pas, on amène 3 voitures distinctes. Tout d'abord, on amène la numéro 51 qui vient tout juste de s'imposer à Silverstone, exactement dans sa config Silverstone. Fort appui, ça traînera en ligne droite, mais c'est pas grave, c'est une référence. La deuxième voiture, c'est la deuxième voiture de Silverstone, mais elle, on a changé sa config aéro avec un kittement partiel. Et la troisième voiture, c'est un châssis de 1985 qui, elle, est équipé du kitlement total. Et dans la foulée de Silverstone, TWR et Jaguar marquent encore les esprits en dominant avec 2 des 3 voitures la feuille de chrono à la fin de la journée.
Ce sont en effet les deux Jaguar XJR6 en version Le Mans qui dominent le peloton et notamment la seule Porsche officielle présente. En 3 minutes 21 89 centièmes, c'est la numéro 52 qui devance la numéro 53. Quant à la troisième, la version Silverstone, en version fort appui, elle est un peu plus loin, elle est à 3 secondes, et notamment du fait que sur les Hunaudières, elle génère tellement d'appui que son fond racle la piste. Ouais, et non seulement elle racle la piste, mais en plus elle consomme 25% de trop. Donc là c'est clair, on le sait, bon, on ne pourra pas se baser sur une version fort appui, mais c'était pas vraiment une grosse surprise, hein. Surtout qu'à l'époque, je le rappelle, dans les Hunaudières, pas de chicane. Mais alors, en quoi consistait ce kit aéro spécialement? Bon d'abord, il y avait ce qui était aisément visible de tous. L'aileron arrière plus bas et la poupe plus effilée, plus allongée, moins verticale à l'arrière, qui donnait à CXJR6 le plus beau cul de l'épopée TWR Jaguar. Oui, excusez-moi, mais la version 1986, avec sa déco plus classe que les années suivantes, eh bien pour moi c'était le summum, j'en étais amoureux fou. Il y avait aussi ce qui était beaucoup moins visible, notamment par exemple un diffuseur dont le bord de fuite arrivait à peu près au niveau de l'axe des roues arrière, alors que la version Sprint allait beaucoup plus haut. Et enfin, il y avait ce qui n'était visible que d'un œil extrêmement averti, comme par exemple l'extrado de l'aileron arrière qui était totalement nouveau. Et il y avait aussi l'intrado de l'aileron avant qui était un peu moins incurvé que la version Sprint pour générer moins d'appui. En conclusion, la Jaguar XJR6 LM sacrifie ce qui est son gros point fort, à savoir la génération de très forts appuis. Là, on se contente de beaucoup moins pour aller beaucoup plus vite dans les Hunaudières. Et puis, au rang des évolutions spéciales Le Mans, il y a ce qui est totalement invisible parce que caché par la carrosserie. Il y a une foultitude de détails qui changent, mais signalons notamment des freins différents, un couple conique différent et surtout un rapport de boîte de 5e vitesse extrêmement long pour tirer le plus long possible dans les Hunaudières. Du côté du moteur, Alan Scott a de nouveau mis Zytec à contribution en leur demandant d'imaginer un système qui augmente automatiquement la richesse de 4% sur les Hunaudières. Et sur les Hunaudières seulement, parce que c'est sur les Hunaudières, à pleine charge, pendant 5 km/h, de Tertre Rouge jusqu'à la bosse de Mulsanne, que les têtes de piston vont monter le plus en température. Donc chez Zytec, on phosphore et on en vient à la conclusion que au bout de 8 secondes de pleine charge en 5e, la voiture se trouve forcément dans les Hunaudières. Oui, à l'époque, il n'y a pas de GPS embarqué, hein. Donc il faut trouver des parades pour savoir qu'on est dans les Hunaudières. Et si au bout de ces 8 secondes, eh bien, on est toujours en pleine charge, le système automatiquement augmente la richesse. On sacrifie un peu la conso, mais c'est quand même mieux de préserver ses têtes de piston. C'était assez monnaie courante à l'époque d'utiliser l'essence pour refroidir les éléments mécaniques, notamment les turbos. C'est le cas par exemple sur une R21 turbo de série. 3 semaines plus tard, avec toutes ces évolutions dans leur bagage, les hommes de Tom Walkinshaw traversent à nouveau le Channel pour venir disputer leur première 24 heures du Mans. Bon, c'est bien que vous soyez encore là, hein, c'est que ça vous intéresse, mais ça commence à être long, donc on va la couper ici, puis on fera la deuxième moitié de la saison dans une autre vidéo.